aujourd'hui, nous avons d'excellents historiens et chercheurs marocains qui essaient d'écrire ce récit national avec beaucoup de difficultés parce que on parle d'histoire officielle et d'histoire vécue. Où elle est la limite? Moi, je suis militant d'une écriture sans tabou de notre récit national, de notre histoire, avec ses parties sombres et ses parties éclairées. Et il y a beaucoup plus de parties éclairées et éclairantes que de parties sombres dans notre histoire. Et il faut la mettre à disposition du large public pour qu'il puisse non seulement s'intéresser à sa propre histoire, parce qu'encore une fois, l'histoire du Maroc, l'histoire des Marocains, c'est une part importante de leur propre identité. Aujourd'hui, dans un monde mondialisé, on ne peut pas faire l'économie de se réapproprier sa propre identité afin de se projeter dans l'avenir. Moi, je dis souvent, des peuples sans histoire n'ont pas d'avenir. Oui. Voilà. Et on peut pas, on ne sait pas où on va si on va pas, on voit pas d'où l'on vient. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui. Alors, je peux peut-être répondre un peu à votre place pour avoir lu votre livre, mais on sent que vous partagez cette ambition de réécriture de l'histoire. Donc, dans le cadre de l'histoire, cette charmeuse, insoupçonnable. Pourquoi insoupçonnable? Qu'est-ce qui vous a étonné, peut-être agréablement ou désagréablement surpris? C'est le mot le plus fort, c'est charmeuse. Je l'ai mis au début parce que c'est vraiment le mot le plus important dans le titre. Et pourquoi charmeuse justement? Parce que l'une des questions que je m'étais posée, c'est comment on est coopté par l'histoire. Comment on est retenu par le crible de l'histoire et qu'il y a des personnalités, il y a certains événements qui sont restés dans l'histoire, et donc j'ai essayé de comprendre le pourquoi. Donc l'histoire que nous avons tous eue à l'école, dans nos discussions, il y a deux composantes, mais la composante conquête à mon avis, a été toujours dominante. Donc la force, la conquête territoriale, et je me suis posé la question, est-ce suffisant pour être dans l'histoire ou non? Et j'ai découvert qu'effectivement, l'autre partie qui est, à mon avis, beaucoup plus intéressante, et ça peut constituer une porte d'entrée à l'amour de l'histoire et à la connaissance de l'histoire, c'est le savoir, c'est la culture, et c'est vraiment c'est pour cela ce lien culture-histoire pour moi est très important. J'ai beaucoup insisté dans le livre. Vous dites que c'est un couple indissociable. C'est tout à fait, c'est un couple indissociable parce que si je fais le raccourci, je dirais que tout ce qui est culture est histoire, mais tout ce qui est histoire n'est pas culture. Et je donne quelques exemples des grands conquérants de la steppe, Gengis Khan, Tamerlan, et je pose la question, que retient l'humanité aujourd'hui de ces conquêtes? Alors quand on analyse le savoir d'Ibn Rushd, par exemple, ou d'Avicenne, ou de savants marocains, je pense que pour être dans l'histoire, pour être dans la durabilité de l'histoire et de manière très, très noble et très confortable et très élégante, moi je préconiserais la voie de la connaissance, la voie du savoir. C'est pour cela que le dernier événement auquel je fais allusion dans mon livre, c'est Ibn Rushd, Abul Walid Ibn Rushd, pour faire d'une pierre deux coups, d'abord revisiter l'importance de Cordoue à la fin au IIe siècle, vraiment un dôme lumineux. Le jardin de l'islam était vraiment une zone lumineuse, la pensée féconde. J'énumère la liste de tous les savants, que ce soit en médecine, en astronomie, en philosophie, en littérature, et je démontre que vraiment l'impact de la connaissance et du savoir est une porte importante pour moi pour accéder à l'histoire. C'est pour cela que j'insiste de ce couple. Je dis même que l'histoire et la culture, ce sont deux faces d'une même pièce qui vont toujours être associées, et que la culture, en embellissant l'histoire, elle s'en trouve elle-même valorisée. Est-ce que c'est dans ce sens-là que vous dites que, en fait, vous avez cité Ibn Rushd, que ce philosophe et grand scientifique aussi d'ailleurs, a été magnifié. Qu'est-ce que vous appelez par magnifié par l'histoire? Parce que in fine aussi, il a été magnifié par la culture. Mais il avait mal fini avant d'être magnifié. C'est-à-dire que, et ça c'est très important, pourquoi j'ai tenu à associer Ibn Rushd à Cordoue et au Maroc, parce que dans mes choix, il y a un ancrage territorial, c'est le pourtour méditerranéen, et davantage d'ancrage sur le Maroc.
Et donc même si vous faites une petite bifurcation vers les Ottomans. Mais on est toujours sur le bassin. Je reste sur le pourtour méditerranéen, avec un ancrage marocain sur les 8 événements. 4 sont liés directement au Maroc. Et dans le cas de Aboul Walid ibn Rushd, effectivement, savant qui naquit à Cordoue en 1126, qui va mourir à Marrakech en 1198, mais qui a vécu à la cour des Almohades, avec Abdelmomen d'abord, avec Abou Yaqoub Youssef, et puis avec son fils, Abou Yaqoub al-Mouahidi. Donc c'est vraiment, la lumière d'Ibn Rushd apparaît lorsqu'on lui demanda de commenter Aristote. Donc c'est parti de Marrakech, et pour aller couvrir aujourd'hui la pensée et la doctrine d'Ibn Rushd qui se base sur Al-Burhan, sur la démonstration et la philosophie rationnelle, couvre aujourd'hui la pensée humaine. Donc j'ai voulu quand même rendre hommage à ce savant qui a été, comme tous les philosophes du Moyen-Âge, à un certain moment, il a été maltraité parce que la réussite attise les feux de la jalousie, ça on le connaît. Et donc, il a été attaqué juste après la bataille d'Al-Arcos en 1195. Et le calife Al-Mohad Yaqub al-Mansour l'a exilé parce qu'on l'avait accusé d'être il n'était plus dans le droit chemin de la religion. Oui. Voilà. Et donc, il a été exilé, d'ailleurs avec son fils. Il a vécu quelques temps à Lucena, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Cordoba. Et donc, il a été défendu par les habitants, notamment de Séville, là où il était juge, donc il le connaissait bien. Et il est revenu à la cour de Al-Mohad, mais il va disparaître quelque temps après, en 1198. Et donc, c'est vraiment ce départ de la pensée d'Ibn Rushd de Marrakech que j'ai voulu également souligner. Et j'ai rappelé tous les écrits d'Ibn Rushd, les Fasl al-Maqal, le discours décisif, et puis l'incohérence de l'incohérence. Et si la philosophie d'Aristote est arrivée au cours du Moyen-Âge et accompagné la Renaissance européenne, c'est grâce aux commentaires d'Ibn Rushd. D'Ibn Rushd, Averroès. On oublie souvent que... Pour nos voisins. Oui, on oublie souvent que Ibn Rushd, à côté de ce formidable patrimoine intellectuel qui nous a légué, il avait été nommé par le sultan Yaqub al-Mansour al-Mouahidi en tant que directeur de projet de la deuxième Koutoubia que nous voyons aujourd'hui. C'est lui qui a supervisé les travaux de la Koutoubia. C'est Ibn Rushd, et c'est lui qui a calculé l'orientation de la nouvelle Koutoubia vers la Mecque, parce que les Almohades disaient que la première Koutoubia qui avait été construite par les Almoravides n'était pas réellement orientée vers la Mecque, et ce qui a justement causé la destruction de cette mosquée. Et donc Averroès a été directeur donc de ce projet, et on a retrouvé l'architecte de la Koutoubia, que peu de Marocains savent en face, deux architectes, Ali de Romara et Ahmed Ben Bassou, qui étaient des compagnons des architectes qui travaillaient en Espagne, qui maîtrisaient la construction en pierre, parce qu'on ne savait pas construire justement en pierre. Et Ibn Rushd, quand il est venu, il a décidé de construire la tour seule, de 68 mètres, et de la garder comme ça pendant 1 an, avant de continuer la construction, parce qu'on connaissait pas la nature du sol, on n'avait pas les laboratoires, les bureaux de contrôle à l'époque, et c'est comme ça qu'est née la réception définitive aujourd'hui dans les projets d'architecture. On laisse un bâtiment 1 an prendre son ancrage dans le sol avant de déclarer la réception définitive des bâtiments. Ça vient d'Al-Koutoubia et de ce travail de Ibn Rushd que nous ne connaissons pas, que les Marocains ne connaissent pas. Que je ne connaissais pas non plus, sachant que j'ai passé 18 ans de ma vie à Marrakech et que je connais très bien la Koutoubia. Et justement, pourquoi on la connaît mal, notre histoire? Je vais revenir à cette question. Et aussi, vous parlez dans votre livre de Tanger de plusieurs personnages. Oui. C'est un peu l'auberge espagnole, j'ai envie de dire. Oui. D'abord, comment avez-vous porté votre choix et qu'est-ce qu'apporte le choix des personnages, parce qu'ils sont très différents, Oui. et souvent certains sont reliés aux légendes urbaines qui sont liées à cette période internationale de Tanger où il y a beaucoup d'espionnes aussi, et l'intelligentsia internationale qui gravitait autour de cette ville. Donc, est-ce que finalement c'est cette magnificence des légendes urbaines qui a nourri vos recherches sur ces personnages-là, parce qu'ils ont réellement existé, ou vice-versa?
Alors, en tant qu'architecte et urbaniste, on nous apprend dans les écoles d'architecture à observer et aussi à raconter des histoires. Dans les projets, pour qu'un projet soit réussi, il faut que l'histoire qu'on raconte sur la conception de ce projet tienne la route. Et donc, par les hasards de la vie, j'ai été amené à travailler quelques années à Tanger. Et puis, j'ai été attiré par une l'aura de cette ville. Et puis, je lisais un petit peu sur les étrangers qui vivaient. Puis, j'ai appris, comme par hasard, que Tanger avait été anglaise pendant 40 ans, de 1641 à 1644, et qu'il y avait 15 000 Anglais qui sont venus s'installer à Tanger. Et Tanger étant la ville la plus cosmopolite du Maroc, et la moins marocaine de toutes les villes marocaines, par cette présence étrangère, bien que les étrangers ne soient venus réellement s'installer qu'à partir de 1888, à la demande de Moulay Hassan Ier, de ramener les légations étrangères qui étaient à Essaouira vers Tanger pour plus de facilité, pour faciliter les contacts avec la cour de Fès. Et à partir de là, en lisant sur cette histoire étrangère de Tanger, j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert que les Anglais, pour partir de Tanger... Ils sont restés 40 ans ou 4 ans, je voulais 40 ans, de 1641 à 1684. 84, d'accord. 84. Et c'est un Marocain qui s'appelle Khader Ghilan, que très peu de Marocains connaissent, qui est un véritable héros marocain, il avait pratiqué le djihad et qui avait combattu les Anglais pendant une vingtaine d'années, et c'est grâce à lui que les Anglais sont partis du jour au lendemain. Ils ont détruit les 23 églises qu'ils avaient construites en 40 ans. Ils avaient tout détruit. Ce qui reste aujourd'hui, c'est le York Castle et un peu le mall de Tanger, enfin la muraille en pierre. C'est tout ce qui reste de cet héritage anglais. Et la Kasbah de ce Khadir Ghilan, qui était un héros marocain, elle existe. On en a trouvé des traces du côté de Malabata. Mais malheureusement, la préservation de cet héritage pose problème, parce que les restes de cette Kasbah, aujourd'hui, c'est le club d'estivage de la Banque du Maroc. Donc,